Concernant les ménages subprime, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a attirés avec des taux extrêmement faibles au début, pour qu'ils puissent effectivement s'endetter en pariant sur l'idée que l'immobilier allait continuer à progresser. Et donc que la valeur des biens qu'ils étaient en train d'acheter allait effectivement monter. Et du même coup, on a bâti en fait tous ces crédits sur un concept de spéculation qui malheureusement était, de la plupart des cas, totalement ignoré de la part des ménages justement dits subprime. Alors, ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que la crise de subprime donc, a explosé dès lors que les prix de l'immobilier ont justement commencé à ralentir, puis dès lors qu'ils ont amorcé leur baisse. Cependant, la crise des subprimes n'est pas la cause de la crise. C'est simplement un déclencheur. Et la vraie cause de la crise, c'est, je dirais, d'une manière générale, une bulle spéculative, bien sûr, sur le marché immobilier, mais aussi une bulle du crédit, d'une manière plus générale, qui ne pouvait qu'exploser à terme. Et c'est ce qui est arrivé en 2007-2008. Ce livre est un cri d'alarme sur les crises financières qui continuent à nous menacer, sur les dysfonctionnements de la finance qui continuent, et surtout sur l'immobilisme considérable des gouvernements occidentaux qui avaient pris de bonnes résolutions au moment des G20 en 2008-2009, qui avaient défini une feuille de route avec quelques réformes essentielles pour remettre la finance au service de l'économie réelle, et qui petit à petit ont quasiment renoncé à réformer. On a même quelquefois le sentiment qu'ils font semblant de réformer. Pourquoi cette situation ? Eh bien, pour une raison très simple. C'est qu'en fait, ils se mettent dans la main des lobbies financiers. Petit à petit, ils écoutent les lobbies et tous ceux qui, autour des lobbies, font passer leurs intérêts privés avant ce que l'on appelle le risque systémique, c'est-à-dire un risque global de faillite de la finance internationale, de l'économie internationale. Alors, face à cette situation, eh bien, je m'adresse aux citoyens. Je m'adresse aux citoyens qui n'en peuvent plus de tous ces discours qu'on leur tient depuis maintenant plusieurs années sur l'austérité, sur la réduction des dépenses publiques, sur la hausse des impôts, comme s'ils avaient dilapidé les fonds publics au cours des dernières années. On les culpabilise en quelque sorte. Eh bien, nos concitoyens ne comprennent pas ce discours et ils ne comprennent pas non plus une certaine évolution de la mondialisation qui, au fil des années, favorise de plus en plus, à force d'abandonner toutes les barrières, toutes les règles, qui favorise en fait le plus fort, le culte de l'argent, loin de toute forme d'éthique. The crisis of credit, visualized. What is the credit crisis? It's a worldwide financial fiasco involving terms you've probably heard like subprime mortgages, collateralized debt obligations, frozen credit markets, and credit default swaps. Who's affected? Everyone. How did it happen? Here's how. The credit crisis brings two groups of people together, homeowners and investors. Homeowners represent their mortgages, and investors represent their money. These mortgages represent houses, and this money represents large institutions like pension funds, insurance companies, sovereign funds, mutual funds, etc. These groups are brought together through the financial system, a bunch of banks and brokers commonly known as Wall Street. While it may not seem like it, these banks on Wall Street are closely connected to these houses on Main Street. To understand how, let's start at the beginning. Years ago, the investors are sitting on their pile of money, looking for a good investment to turn into more money. Traditionally, they go to the U.S. Federal Reserve, where they buy Treasury bills, believed to be the safest investment. But in the wake of the dot-com bust in September 11th, Federal Reserve Chairman Alan Greenspan lowers interest rates to only 1% to keep the economy strong. 1% is a very low return on investment, so the investors say, no thanks.
La Belgique et la France vont réinjecter 5,5 milliards d'euros dans la banque Dexia, dont les pertes se sont creusées au troisième trimestre en raison des cessions d'actifs qui ont été engagées dans le cadre du démantèlement de la banque franco-belge. La répartition des garanties concernant Dexia a été modifiée. Le pourcentage est passé à 51,5% pour la Belgique et 45,5% pour la France.